Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui est, je trouve, assez fascinante. Et si la richesse, la vraie, ne se trouvait pas d'abord dans notre compte en banque, mais dans la façon dont notre cerveau est câblé? On va voir ensemble comment notre état d'esprit peut littéralement construire notre réalité financière et surtout, comment on peut le reprogrammer pour réussir. Pour commencer, il faut imaginer ça. Cette métaphore est parfaite. L'esprit est comme une usine. Chaque chose qu'on accomplit, chaque chose qu'on devient, tout ça, ça a commencé comme une simple pensée, fabriquée dans cette usine. C'est elle qui produit nos journées, nos décisions et au final notre avenir. Et c'est là que ça se complique, parce que cette usine, elle a un réglage par défaut. Notre cerveau, cette machine incroyable, a été façonné pendant des millénaires pour nous maintenir en vie, pour nous protéger du danger. Son programme de base, c'est la survie. Le problème, c'est que ce mode survie est souvent en totale contradiction avec la prise de risque qui est indispensable pour créer de la richesse. On entre donc dans ce qu'on pourrait appeler le piège du cerveau. Son premier réflexe, c'est toujours d'éviter le risque, d'éviter la douleur, d'éviter l'échec. Mais voilà le truc, la richesse, le progrès, la liberté, tout ça se trouve juste de l'autre côté de cette zone d'inconfort. Si on écoute seulement cet instinct de survie, on reste bloqué. On peut vraiment voir ça comme deux modes de fonctionnement. D'un côté, le mode survie, où l'on joue en défense, on réagit aux événements, on cherche la sécurité avant tout. Et de l'autre, le mode succès, qui lui doit être activé consciemment. C'est toute la différence entre subir sa vie et la créer activement. C'est passer de la défense à l'attaque. Alors revenons à notre usine mentale. Le vrai problème, c'est que la plupart du temps, on la laisse tourner toute seule, sans surveillance. Et que produit une usine sans manager? Des pensées de mauvaise qualité, des croyances qui nous limitent, des excuses. Pas vraiment étonnant que les résultats suivent. Une autre analogie qui marche très bien, c'est celle du jardin. Notre esprit, c'est une terre super fertile. Et cette terre, elle s'en fiche de ce qu'on y plante. Elle fera pousser les mauvaises herbes de la peur et du doute avec la même énergie que les fleurs de la confiance et de l'abondance. Il faut donc devenir un jardinier vigilant de son propre esprit et choisir activement les graines qu'on sème. D'accord, mais comment on fait concrètement? Eh bien, voici une routine toute simple. Chaque matin, avant toute autre chose, on prend 10 petites minutes pour donner des instructions claires à notre usine mentale. Quel est l'objectif aujourd'hui? Et le soir, 5 minutes pour analyser la journée. Qu'est-ce qu'on a appris? Cette discipline, même courte, permet de garder l'usine propre et de la faire tourner dans la bonne direction. On arrive maintenant à une loi fondamentale, la concentration. Notre attention, c'est un super pouvoir. Absolument tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'ampleur dans notre vie. C'est un peu comme une loupe au soleil. L'énergie dispersée ne fait rien, mais concentrée en un point, elle peut mettre le feu. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. Au fond, ceux qui ont un état d'esprit de pauvreté et ceux qui ont un état d'esprit de richesse vivent dans le même monde. Mais ils ne le regardent pas avec les mêmes yeux. L'un est obsédé par les problèmes, les obstacles, et se demande « pourquoi ça m'arrive à moi ?» L'autre, lui, a entraîné son esprit à chercher les opportunités et les solutions, même au milieu du chaos. Et ça nous amène à une distinction qui est absolument cruciale. Est-on créateur ou réacteur? La plupart des gens vivent en mode réacteur. Ils subissent leur journée, ils répondent aux urgences, aux emails, et à la fin, ils se demandent pourquoi rien ne bouge. L'état d'esprit de richesse, lui, est créateur. Il ne subit pas l'économie, il crée sa propre économie. J'adore cette métaphore. L'esprit peut être un thermomètre ou un thermostat. Le thermomètre, il se contente de mesurer et de réagir à la température extérieure. Ah, il fait froid, l'ambiance est mauvaise. Le thermostat, lui, est complètement différent. Il ne réagit pas, il décide de la température. Il crée les conditions qu'il veut. La question est, lequel choisissons d'être? Parlons maintenant du confort. Notre cerveau adore ça, c'est naturel. Mais attention, ce désir de confort peut vite devenir une prison dorée. Si on y reste trop longtemps, cette fameuse zone de confort nous empêche de grandir. La vraie croissance, elle, se trouve toujours juste à la frontière de ce qu'on connaît. Voilà comment ça marche à l'intérieur de nous. Dès qu'on ressent de l'inconfort, le cerveau l'interprète comme un signal de danger. C'est un pur réflexe de survie. Une petite voix qui dit « Attention, tu pourrais échouer, attention au ridicule ». Cette alarme, même si elle part d'une bonne intention, est souvent ce qui nous paralyse et nous maintient dans une situation qui ne nous convient pas. Et c'est là que tout se joue. Les personnes qui réussissent apprennent à reprogrammer cette réponse. Pour elles, l'inconfort n'est plus un signal de stop, ça devient un signal de direction. La peur n'est plus un mur, c'est une boussole. Elle indique précisément la direction dans laquelle il faut aller pour grandir. On la connaît tous, cette petite phrase. Face à un défi, un projet ambitieux, le cerveau sort son bouclier par défaut. Je ne peux pas, c'est trop difficile, ce n'est pas pour moi. C'est le mode protection qui s'active. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Eh bien, voici l'outil, le hack mental. C'est simple, mais incroyablement puissant. À chaque fois que la pensée « je ne peux pas » arrive, on la remplace consciemment par la question « comment puis-je » En une fraction de seconde, ça fait basculer le cerveau du mode défense qui cherche des excuses au mode créatif qui cherche des solutions. Ça change absolument tout le jeu. Pour conclure, il faut peut-être redéfinir la richesse. Et si ce n'était pas avant tout ce qu'on accumule, mais plutôt le reflet de qui on est à l'intérieur. La plupart des gens essaient de changer leurs résultats sans se changer eux-mêmes. Mais ça marche dans l'autre sens. On doit d'abord se transformer à l'intérieur. C'est une vérité qui dérange un peu. L'argent ne change pas les gens, il ne fait qu'amplifier ce qu'ils sont déjà. Si une personne est généreuse avec peu, elle sera philanthrope avec beaucoup. Si elle est anxieuse et désorganisée sans argent, elle sera juste une personne anxieuse et désorganisée avec plus d'argent. Le véritable objectif n'est donc pas de courir après l'argent. C'est un travail interne. Il s'agit de construire la personne capable de gérer cette richesse, de la faire fructifier et de l'utiliser à bon escient. L'argent, en fait, est attiré par les personnes qui sont prêtes à le recevoir. Et cette préparation, elle est entièrement mentale. La question finale n'est donc pas « comment je peux avoir plus ?», mais plutôt « qui est-ce que je dois devenir pour attirer et gérer plus ?» C'est une invitation à se concentrer sur sa propre croissance, sa discipline, son caractère. Parce qu'au final, le monde extérieur ne sera jamais que le miroir de ce qu'on a bâti à l'intérieur de soi